Mes chers compatriotes, bonjour. Nous avons promis faire le point. Nous faisons le point sur l'étape de sensibilisation pour notre arrêt dans la région de l'Ouest. Après avoir pris un certain temps pour faire la synthèse, pour voir les réactions et les dénonciations apparaître. Nous n'avons pas vocation à séjourner éternellement à l'Ouest. La campagne de sensibilisation a pour objet de désacraliser tout ce qui est à la limite érigé à la norme dans un pays où nous tous nous convenons bien que les choses ne vont pas dans le bon sens. Donc, s'il vous plaît, partagez, mettez des cœurs pour que notre direct, qui sera très important pour la suite, parce que nous estimons que la région de l'Ouest est une région importante. Donc, nous partons sur la base des constats. Nous n'accusons personne. Et le sens de la sensibilisation est de laisser chacun face à ce que pense l'ensemble ou à ce que pense une partie de l'ensemble de la population. Le sens de ma sensibilisation n'avait pas pour objet un écho national. Moi, j'ai déjà parlé aux miens. Et les miens m'ont déjà écouté et nous sommes déjà dans un autre état d'esprit. Nous, dans le Sud. Parce que nous partons d'un constat clair sur la base des faits et notre état d'esprit a changé par rapport à 2025 où une bonne partie d'entre nous reste convaincue que le président est fatigué et que nous devons prendre nos responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parcourir un peu le Cameroun. Et en fonction de l'importance de la situation, quand on parle de régime politique, on ne parle pas seulement de la classe politique proprement dite. Parce que chaque régime a des pouvoirs bien définis. Déjà, les critères élémentaires qui font d'un pays une démocratie, c'est-à-dire la séparation nécessaire des pouvoirs, nous voyons bien qu'au Cameroun, le pouvoir politique, à la limite, contrôle tous les pouvoirs, sans exception. Et il contrôle autant le pouvoir judiciaire, parce que c'est le président qui est le maître des horloges sur certains dossiers. Et le pouvoir médiatique est aussi en quelque sorte bridé dans son ensemble, parce que il répond à des chapelles politiques qui dépendent majoritairement du pouvoir. Ça, c'est un constat, ce sont des faits. Pour parler de régime, il faut parler de tous ces pouvoirs. Et il y a bien sûr le pouvoir économique, qui est le pouvoir, le pilier central. Comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne fait rien sans argent. Enfin, dans les temps actuels, on ne fait rien sans argent. Donc, si nous faisons le bilan du pouvoir, de savoir pourquoi le pouvoir ne marche pas, ou pourquoi les choses ne vont pas bien, nous sommes obligés de dénoncer aussi le pouvoir économique. Et à regarder de très près, dans la région de l'Ouest, on se rend compte que celui qui tient les rênes du RDPC est un homme de l'Ouest, l'un des plus gros financiers du RDPC est un homme de l'Ouest. Je vous ai parlé de M. Eken, M. Christophe Eken, qui a bénéficié, je crois, d'une subvention de 40 milliards. C'est un homme de l'Ouest qui est un pilier du régime en tant que président de la Chambre de commerce. C'est un homme de l'Ouest. Bon, moi je ne parle pas de tous les autres avantages qu'il a eu dans le cadre
de la fonction qu'il avait. C'était un monsieur qui a d'abord dirigé une entreprise privée. Donc c'est un très très bon soldat de la France, quelqu'un qui a passé toute sa carrière au service de la France. Et on peut dire que lui aussi, il a choisi d'entrer dans la mangeoire parce que son impact à l'Ouest n'est pas négligeable. Donc, nous constatons que le régime RDPC est, en quelque sorte, fonctionne par la garantie qu'il a fait aux hommes de l'Ouest. Parce que nous avons aussi celui qui, en cas de décès du président, prendrait la responsabilité d'organiser des élections en cas d'absence du président de la République. Nous ne souhaitons pas la mort du président de la République, mais au cas où ça arrive, c'est toujours un homme de l'Ouest qui est chargé d'organiser des élections pour que le Cameroun continue à fonctionner, selon la Constitution. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes en légitimité de demander à tous les frustrés de l'Ouest, et Dieu sait que nous n'indexons pas les populations de l'Ouest parce que nous savons que tout le monde ne profite pas au régime. Mais nous ne pouvons pas dénoncer dans les autres régions et voir ceux qui disent souffrir comme nous parce que les choses sont bloquées, défendre eux-mêmes ceux qui bloquent les choses. Ça créerait un paradoxe et ça crée un doute sur la sincérité de la volonté d'apporter véritablement le changement. Donc, la sensibilisation a pour objectif d'essayer de démontrer que si les choses ne vont pas bien, si les choses ont coincé, c'est parce que certains utilisent les privilèges qui doivent profiter à d'autres Camerounais. Moi, je l'ai dit de bon cœur que je verrais très bien comment est-ce que les compensations de ce qu'on peut donner aux gens qui vivent sur les côtes seraient par exemple de faire d'eux de bons négociants de poissons. Parce que les gens de Douala, les gens de Kribi, tous ces gens sont quand même victimes de l'invasion de la ville sur leur terre. Qu'est-ce qu'ils ont comme autre ressource en dehors de la pêche? Donc, je ne dis pas que je veux qu'on me donne à moi le droit d'importer le poisson, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je crois que, en légitimité, il serait peut-être normal qu'on redistribue cette chose en pensant à ceux qui, au bord des mers, ont dû perdre tout ce qui était à la limite leur base de vie, parce que eux, ils étaient liés aux poissons, et qu'on leur permette au moins de fabriquer chez eux des personnages qui peuvent continuer à leur faire vivre du poisson. C'est symbolique. C'est symbolique. Donc, nous comptons beaucoup sur les ressortissants de l'Ouest pour essayer de résoudre un peu le dilemme. Parce que c'est un dilemme. Moi, je ne suis pas venu ici pour avoir la prétention d'être ni un grand blogueur, ni attendre des vues. Ma page n'est pas monétisée. J'apporte une réflexion politique sur la base de ce que moi j'ai connu et de ce que, à la limite, j'ai pu voir faire ailleurs. Je reconnais qu'il y a des gens à l'Ouest qui n'attendent que l'égalité pour s'exprimer. Mais si, en attendant l'égalité, on ne dénonce pas ceux qui profitent de l'illégalité, on ne va jamais s'en sortir. Donc, je compte beaucoup sur les gens qui vivent dans l'Ouest profond pour qu'ils commencent à transgresser un peu la mainmise qu'a le régime sur les chefs traditionnels de l'Ouest. Les chefs traditionnels de l'Ouest sont vraiment à la merci du régime. On ne comprend pas comment on peut prétendre défendre des traditions et se laisser acheter par ceux qui, soi-disant, ne défendent pas leurs traditions. C'est quand même un paradoxe terrible. Donc, nous comptons beaucoup sur les populations, sur le peuple profond de l'Ouest, pour que, d'ici le moment venu, que les gens aient l'occasion de se fixer
pour savoir s'ils veulent qu'on continue, s'ils sont prêts à se reprendre 7 ans. Si c'est le cas, c'est la démocratie. Nous serons obligés de nous en tenir. Mais tant que nous n'avons pas l'assurance, nous ne pouvons pas dire que demain, nous allons soutenir M. Paul Biya. Or, nous disons le contraire, que nous ne pouvons plus soutenir Paul Biya en 2025. Donc, si on se rejoint tous sur le même principe, chacun doit pouvoir évoluer de son côté. Mais reconnaissez que c'est à l'ouest où c'est le plus compliqué. Parce que du côté du centre, du sud et de l'est, il y a en quelque sorte une unanimité et un constat du fait que les gens ne profitent pas dans l'ensemble. Il y a cette unanimité au niveau... Nous, on est décomplexés par rapport à ça. Dans le Djai Lobo, j'ai cité 5 personnes. Ici, je peux aussi citer 5. On pourrait citer 5 partout, c'est pas la question. C'est pas la question. On sait que le phénomène a été généralisé. Tous ceux qui participent à toutes les facilités pour avoir ne serait-ce qu'une démarche administrative participent à la corruption. C'est aussi simple que ça. Mais la corruption est due à un facteur systémique. Si les gens sont mal payés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc ils chercheront par tous les moyens de trouver une occasion de combler le vide. Et on vit ça tous les jours. Les policiers, il y a des gendarmes, des postes de gendarmerie où vous voyez des gendarmes avec des carnets, où il y a des plaques d'immatriculation, où ils pointent, qu'ils savent que tel est passé, il a payé, il ne doit plus passer, tel est passé, il a payé. On voit ça, c'est sous nos yeux. C'est-à-dire qu'il y a une organisation de la corruption qui va crescendo en fonction des corps de métier et où on se dit que si c'est une volonté, ça veut dire que ceux qui sont plus hauts reçoivent leur part. Parce que c'est l'image collective qui est atteinte. Que font les gendarmes dans nos villages? Les gendarmes servent à quoi? Alors qu'on a nos chefferies. Les gendarmes ne servent à rien. C'est juste une manière d'élargir l'étendue de la mainmise du système sur les populations. Et nous croyons que ce n'est pas utile de continuer juste à brimer les populations, les empêcher d'évoluer. Ce n'est pas ça qui fait le développement. Ça, c'est maintenir les gens dans l'appauvrissement. Et nous sommes face à ce dilemme. Parce que nous, là où nous sommes, nous supportons des fois des situations que dans un pays normal, les gens pourraient s'en sortir d'eux-mêmes. Mais tellement il n'y a pas de possibilité pour certains, on se retrouve à intervenir sur des cas qui ne sont pas humains. Mais comme on ne peut pas des fois laisser les gens mourir pour si peu, eh bien on intervient. Les gens meurent pour 5 000 francs, pour 10 000 francs. Ça, il faut le savoir. Donc, nous comptons beaucoup sur les populations de l'Ouest, dans toute cette diversité. Et puis, nous profiterons de répondre à Madame Ketia Cortez. Franchement, le terme de « vous avez quoi avant », il est tellement symbolique de l'état d'esprit dans lequel sont les dirigeants en Afrique, que oui, certains peuvent se permettre de le dire de cette manière. Il y avait quoi avant? C'est cruel comme question pour un responsable politique. Mais c'est parce qu'on a habitué à nos populations de comprendre que le développement d'une région dépend d'une personne. Or, c'est une très mauvaise image qu'on a fait croire aux populations. La réalité de l'administration, c'est que l'État a des priorités, certes, mais dans un pays comme le nôtre, tout est à faire. Moi, je ne dis même pas à refaire, tout est à faire. Tout est à faire. Et c'est justement sur ce chantage de tout est à faire que les responsables politiques essayent de tirer le tout est à faire, chacun dans son rayon d'action.
bon, on dira c'est pas plus mal, mais il faut que le développement, au moins dans son ensemble, ait son sens. Parce que quand on se retrouve dans une politique où on a 20% de notre population, où l'économie n'est pas stabilisée, où la guerre civile règne, où même l'armée est obligée d'être déployée, et qu'on ne trouve pas de solution politique, on se demande à qui profite le crime. Quand on voit, nous, qui avons tellement décrié un personnage comme Amour Belinga, tout le monde ici sur la toile, je ne savais pas qu'il y avait unanimité de conviction quand on condamnait M. Amour Belinga. Chacun avait, à la limite, sa rancune personnelle vis-à-vis de ce monsieur. Et c'est vrai, moi je l'ai toujours dit depuis le départ, que M. Amour Belinga a donné lui-même le bâton au peuple pour qu'il se fasse taper de la sorte. Parce que pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le meurtre de Martinez, Amour Belinga était déjà condamné. Et nous tous, nous en voulions un peu à la posture déjà de la phrase où il indexait tous les bêtis. C'était une phrase qui avait son sens, mais qui n'avait pas son cadre. Donc le fait de le dire dans un endroit où le cadre n'est pas approprié a fait que, bon, M. Amour Belinga s'est fait taper dessus. Mais les condamnations qui font que nous nous décrions que M. Amour Belinga est un grand prévaricateur et tout, qu'il a été impliqué dans beaucoup de marchés, que nous... Bon, quand on fait ce constat et qu'on se rend compte que pour que M. Amour Belinga puisse fonctionner, pour qu'il y ait une certaine facilité de fonctionnement, c'est M. Fokam qui est son cautionnaire. Parce que si M. Fokam n'est pas celui qui cautionne Vision Finance, Amour Belinga ne représente rien. Vision Finance, c'est à Freeland. Donc, sur des petits faits, sur des petits faits, nous avons un profond respect pour M. Fokam, parce que ce monsieur est banquier, il a été formé comme banquier. Pour nous, c'est un fleuron du Cameroun. Mais il ne nous empêche pas de nous poser des questions, de dire que comment on fait pour être en même temps dans une situation de clarté et faire passer sous votre caution de l'argent que nous on estime être de l'argent détourné. Donc vous voyez que les responsabilités sont multiples et tout ça converge au fait que c'est le régime dans son ensemble que nous devons nettoyer. Et chacun parle devant sa chapelle. Moi, je ne veux pas cacher le fait que moi, je ne parle que chez moi. Ici, je viens faire un tour pour donner l'occasion à ceux qui sont d'ici de se faire eux-mêmes un examen de conscience par rapport à la situation que nous subissons tous. Parce que c'est même ici où la situation est même encore le plus compliquée pour qu'il y ait convergence d'idées. Donc c'est ici que le travail doit être plus minutieux. Et nous comptons sur les populations de l'Ouest pour nous clarifier ça d'ici le temps que adviennent les campagnes politiques pour se décider. Mais il est important de parler de ça aujourd'hui. Il est important de parler. Regardons un peu la situation politique au Nord. Ce n'est pas une situation de personne, c'est une question politique. La situation politique au Nord, elle est laquelle? Vous avez des membres influents de la région du Nord qui ont des partis satellites. Donc, eux, ils prennent leur population et ils décident de guider en se divisant leur population. Et ce sont ces responsables qui vont faire alliance avec le RDPC. Ce n'est pas le cas de l'Ouest. Il n'y a pas de parti satellite. S'il y a un nouveau parti, mais quand on voit l'implantation du parti qui est au pouvoir, on se demande comment l'autre parti va pouvoir convaincre la majorité de basculer. C'est ce que nous, on veut voir. C'est pour ça que je pointe beaucoup la région de l'Ouest, parce qu'elle est en fait face à son histoire.
Il faut que les gens d'ici s'entendent d'abord avant de venir nous expliquer le bien fondé d'être ensemble. C'est ça le sens de la sensibilisation. C'est important. C'est important. Parce que moi qui suis loin de toi, je me poserai naturellement une question. Comment tu peux laisser ton propre frère qui dit que lui, il est de l'autre côté et tu viens me sauver moi? C'est une question qui est naturelle. Bien que nous soyons dans une nation. Donc nous avons des sujets, des convergences parce que nous appartenons à une nation. Et les choses qui ont créé les divergences entre les frères doivent d'abord se régler entre les frères. Nous savons comment nous allons amorcer avec nos frères les différends que nous avons subis pendant 40 ans. Et soyez-en sûrs, chez nous, les problèmes peuvent durer des siècles. Les problèmes peuvent durer des siècles. Parce que nous ne fonctionnons pas sur une génération. On transmet souvent nos problèmes. Ça, c'est comme ça chez nous. Et j'estime que dans toutes les religions d'Afrique, dans toutes les tribus d'Afrique, il doit quand même avoir une espèce de mémoire et de morale qui fait qu'à un moment donné, les gens se mettent ensemble et disent que non, nous, on ne veut plus fonctionner de cette manière-là. Nous, on a cette qualité chez nous. On ne cache pas. Nous, on peut dire à un moment donné de la vie à nos aînés, à nos parents, qu'on n'est plus d'accord avec vous. C'est important. Quitte à quitter le village, je vais construire ma cabane dans un bosquet. Je préfère aller là-bas, pourvu que je puisse dire ce que j'ai à dire. C'est pour ça que vous verrez les femmes chez nous, on ne fait pas l'excision. Parce que nous, on est francs, nos femmes sont libres. Pour avoir sa femme, on a nos secrets pour maintenir nos femmes. Notre richesse, ce sont nos femmes et nos enfants et nos forêts. C'est ça nos richesses. L'argent vient après. Donc, comme on fonctionne ensemble et que l'argent est le régulateur de tout ce qui permet à chacun de trouver son équilibre dans la société, il n'y a pas que le pouvoir politique qui fait office de régime. Tous les pouvoirs connexes font partie du régime. Chacun accompagne le régime à son rythme. Bon, on peut voir des avantages qui sont des avantages que beaucoup de gens pourraient se demander en vertu de quoi. Pendant que des enfants du centre, de l'Est, du Nord, du Sud, du centre, partout sont incarcérés, on voit bien que dans le chapeau de certains condamnés, on enlève un, on dit bon, toi tu peux aller te soigner au Maroc. Combien de Camerounais ont profité de l'avantage dont Yves Michel Foto profite aujourd'hui? Combien? De manière si officielle. Il n'y a pas que lui, il y a Inoné Frem aussi. Bon, lui, il est libre maintenant. Enfin, on attend toujours de savoir où ils sont. Mais on est conscient que il a pris la liberté au nom d'un service rendu par sûrement son père, parce que son père, il faut le reconnaître, avait quand même une bonne dose de patriotisme. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont fait, ceux qui ont géré leur économie avec un esprit de patriotisme comme avait M. Photo Victor. Parce que lui, il s'est rappelé que sa vie a commencé très bas, le régime l'a permis de monter, le régime l'a soutenu. Il a posé des actes. Il a laissé des édifices pour montrer, pour témoigner le remerciement qu'il a au régime. C'est ça être patriote. C'est une façon de redistribuer. Après, on ne compte pas des choses comme les universités, des choses comme ça que ce monsieur a laissé. C'est des choses qui marquent la société. C'est des choses qui marquent la société. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai l'âge de vous dire que je me rappelle de l'époque où les Kadji des Fosso étaient propriétaires du Capitole. Et c'est une époque qui date. Ce n'est pas des gens qui ont commencé aujourd'hui. On sait très bien que les pouvoirs leur ont permis d'avancer, d'évoluer
pour devenir des grands capitaines de l'économie qu'ils sont devenus aujourd'hui. Au point où on se demande si ils sont capables de faire une transition de régime. Est-ce qu'ils sont prêts? Et tout ce dont je parle là sont concentrés dans la région de l'Ouest. Regardez vous-même le dilemme dans lequel on se retrouve vis-à-vis d'un pouvoir détenu par les Boulous. Et on n'exclut pas le fait que c'est le président Paul Biya qui est responsable de tout ça. Donc le changement doit considérer tous ces paramètres. Pour ce qui est des hommes comme M. Fotso et M. Kadi, M. Ndongue Somba, M. Ayolo Moïse, Ala Diabo, tous ces personnages, on sait que ils ont déjà profité de l'ancien régime, celui du président Ahidjo, et il y a eu continuité dans le régime de M. Biya. Après, il y a de nouveaux entrants dans le jeu de la fabrication de capitaines, dont, par exemple, M. Ngushinge. Hein, on voit bien comment le jeune propriétaire de Dove émerge comme un champignon. Toutes ces choses ont des effets multiplicateurs qui font que on sent que c'est une partie de l'argent du régime qui fabrique des personnages pour qu'ils atteignent une telle ampleur. Avec, pour grand artiste, M. Fokam, qui est aujourd'hui le leader, en même temps il accompagne le gouvernement. Remarquez un peu qui c'est qui achète le plus la dette intérieure au Cameroun. Regardez un peu. Vous allez remarquer que c'est très souvent ceux qui corrompent eux-mêmes le gouvernement, ceux qui financent le gouvernement corrompu. Ce sont eux qui rachètent souvent à très forte somme la dette intérieure parce qu'ils parient eux-mêmes sur l'échec de ce gouvernement. Mais il n'y a que les membres du gouvernement qui ne comprennent pas le jeu subtil qui les conduit à accepter un système qui est préjudiciable aux résultats qu'attend le gouvernement. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. À force de faire un mauvais casting au départ, on se rend compte que, au fait, on met l'argent dehors, on met l'argent à la poubelle, ou bien les gens utilisent l'argent pas forcément au bénéfice de ce qu'attend le régime. Mais les gens sont fixés sur des petites sommes d'argent, ne prenant pas en compte sur les dégâts sociaux que crée la confiscation, par exemple, d'une filière d'activité. C'est énorme. Les gens ils partent du Cameroun, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de débouchés professionnels. Les gens ne partent pas du Cameroun parce qu'ils veulent juste voir ailleurs et se dire que bon, ailleurs c'est mieux. Non. Chacun aurait la fierté de travailler dans son pays. Chacun aurait la fierté. C'est vrai qu'il y a des branches d'activité qu'on ne retrouve pas encore au Cameroun. Pour ceux qui font par exemple l'aéronautique et tout ça là, on ne peut pas dire que le Cameroun soit le pays où ils doivent aller se former. Mais nous avons une base éducative qui a été déjà assez galvaudée, hein, qui a été utilisée à des fins politiques. Et à la limite, c'est un phénomène global parce que nous obéissons aux injonctions des autres. Ce qui fait que notre système éducatif, aujourd'hui, commence à laisser à désirer. Et c'est lié à toutes les mœurs dégradées du Cameroun qu'on retrouve dans nos écoles, dans nos collèges. Donc, notre sensibilisation n'est pas une accusation, c'est un constat. C'est un constat de faits qui font que on arrive au résultat où on est. On ne doit pas se mentir. Et il faut que chacun prenne en conscience ce fait pour que le combat est dur parce que c'est des choix politiques. Les choix politiques sont durs. Des fois, il faut renoncer à ce qu'on a l'habitude de prendre de manière vicieuse pour avoir ce dont on a le droit d'avoir en réalité. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Quand vous regardez
vous-même l'insécurité, comment je peux dire, l'insécurité sociale qu'engendre le fait que nous nous plaignons, par exemple, que notre président est fatigué. Le président actuel est fatigué. Nous ne voulons pas qu'il nous emmène dans l'aventure d'un mandat dont nous n'avons pas l'assurance qu'il va atteindre le bout. C'est ça le fondement de notre pensée. Bon, nous sommes face à des personnes qui disent qu'il vaut mieux qu'il meure au pouvoir. Nous nous disons non. Nous ne voulons pas qu'il meure au pouvoir. Nous voulons qu'il passe aussi 2-3 ans en Vomoka. Voilà ce que nous disons. Et c'est là où tout se joue. Parce que les Boulous peuvent aussi aller offrir un régime de planter à Paul Biya et lui poser une question. Ils ont aussi le droit de demander ça. Donc, les élites, et sûrement M. Paul Biya, lui-même trouve qu'il n'a pas de contact à avoir avec nous pour sa fin de vie. Parce que ce n'est pas, on ne va pas le voir en tant que président. Donc, nous, on est contre, on est frustré d'abord par rapport à ça. Et on le dit très clairement à nos élites qu'on ne marchera pas avec vous pour tous les dessins que vous êtes en train de concevoir. Ce ne sera pas comme c'était avant. Et nos élites le savent. Moi, j'ai des retours. Si je passe une journée à ne pas vous parler, peut-être que cette journée, je m'occupe de certaines affaires que j'ai au Cameroun. Parce que j'ai des affaires, j'ai des gens, j'ai des employés au Cameroun. Malgré le fait que je sois là. Donc, c'est les esprits qui doivent bouger. Après, quand on a une masse d'esprits en mouvement, une masse d'esprits qui doute, moi je vous dis, vous allez souvent voir le président Paul Biya sortir maintenant. Il ne sort pas pour rien. Le président Paul Biya ne sort pas pour rien. On peut donner toutes les raisons qu'on donne, mais nous connaissons la personne. Il nous a habitués. Le président Paul Biya ne sort pas pour rien. Le geste était important. Et c'est pour ça que nous tenons à répondre à la sortie, notamment sa sortie à lui, et répondre aussi à la sortie de son épouse. Pour dire que, et là moi je vais même conclure ma sortie, c'est-à-dire que je voulais ici rendre hommage à Jean-Irène Biya. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce qui nous fait penser à Jean-Irène Biya sur des petits faits qui symbolisent la vie. Parce que nous avons vu comment les choses se passent ailleurs. Et nous sommes face à une situation où, direct, je ne sais pas pourquoi, on est toujours attaqué alors que nous parlons des affaires sérieuses de notre pays. Mais je ne vais pas me laisser distraire. Je disais que les gens doivent comprendre pourquoi est-ce que nous sommes obligés de penser à une dame comme celle-là. Moi, je n'ai jamais caché le fait de vous dire que j'ai été orphelin très jeune. Et j'ai souvent eu en bénéfice du lait venant de Madame Jean-Irène Biya, qui était sage-femme à l'hôpital central à Yaoundé. Ceux qui ont mon âge et qui pouvaient connaître ces moments-là le savent. Donc moi j'ai souvent eu, c'était des bouteilles, des boîtes de gigos qui venaient d'un endroit dont je ne savais pas où. Mais je sais qu'il venait de l'hôpital central de Yaoundé et que c'était Feu Jean-Irène Biya qui offrait à des parents qui n'avaient pas les moyens ou qui avaient des difficultés momentanées. C'était comme ça à l'époque. C'était des bouteilles de gigos en inox. Moi, je me rappelle. Et puis, la qualité exceptionnelle qu'avait cette femme, c'est qu'elle donnait la vie. Cette femme, son travail, on dit qu'il n'y a pas de son. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a du son? On me dit qu'il n'y a pas de son. Bon, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi. On va voir où est-ce que ça coince. Moi, la diffusion est de toutes les façons attaquée. La diffusion est attaquée, on est attaqué de partout. Mais on ne va pas m'empêcher de parler de Jean-Irène.
Jeanne Irène avait cette qualité de donner la vie, malgré le fait qu'elle était femme de président et qu'elle-même n'avait sûrement pas les possibilités d'avoir la vie facile. Et cette qualité a marqué des générations de Camerounais. Donc, moi, vraiment, je veux qu'on lui rende hommage parce que quand on voit que les femmes aujourd'hui sont confisquées parce qu'elles sont coupables d'accoucher, moi, je suis sûr et je suis convaincu que si Jeanne Irène vivait encore, on ne pouvait pas maintenir une femme dans une maternité parce qu'elle n'a pas payé. C'était même contraire à son travail. Parce que une fois qu'on a donné la vie, on se dit que les parents sont libres d'aller élever leur enfant. Mais quand on donne la vie et qu'on se retrouve être retenu parce que le fait qu'on ait donné la vie devient un problème de facture, ça pose un problème dans une société. Ça pose vraiment un problème dans une société. Et c'est pour ça que moi je me dis que une femme peut porter un chapeau, une femme peut porter un pagne, mais si elle n'a pas les moyens d'aller accoucher dans un hôpital au Cameroun, d'où qu'elle vienne, ce n'est pas la solution, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On peut dire que le chapeau, ça aide à se mettre à l'ombre, mais ce que les femmes de Mokolo, de Kayele et de tous ces endroits-là attendent, c'est le droit d'accoucher de manière sereine, comme des femmes normales. Donc, le jour où je verrai le CERAC débloquer un fonds de garantie qui permet à toutes les femmes du Cameroun d'accoucher, et si jamais elles rencontrent de problèmes, que ce fonds-là puisse régler les factures, moi je vais tirer mon chapeau. Mais les chapeaux et les pagnes, c'est tellement du déjà vu que si vous entendez la femme qui remercie l'épouse du président, elle lui fait comprendre, et c'est la vérité, qu'elle ne savait pas que la femme du président les connaissait. Tellement elle était surprise. Et elle prenait avec fierté le cadeau, et c'est normal. C'est normal qu'elle prenne avec fierté un cadeau de cette envergure donné par la femme d'un président de la République. Mais ce qu'on attend de la femme du président de la République, c'est de permettre, alors que l'Afrique est sous l'égide d'une démographie galopante, de permettre à toutes les femmes du Cameroun de pouvoir accoucher et ne pas se soucier de la facture qui est liée à leur accouchement. Donc, c'est très bien. Nous, on prend note, on trouve que c'est très bien et on attend parce que on estime que ça ne suffit pas. Et ce n'est pas ça qui nous fera changer d'avis sur le fait que dans le compte global, nous disons que Paul Biya ne doit pas être candidat en 2025. C'est ça que nous continuons à dire. Et nous restons constants sur la base de l'analyse des résultats que nous avons eus en 42 ans. Et nous sommes obligés de faire des projections sur l'avenir en fonction de chaque Camerounais, l'âge qui lui reste à vivre en espérance. Moi, j'ai 52 ans. Si je laisse encore 7 ans, ça veut dire que je parlerai encore quand j'aurai 60 ans. Vous voyez, vous gâchez des vies. Vous gâchez, je ne prends pas mon cas personnel pour être la solution d'un pays, mais ce sont des vies de millions de personnes dans le monde qui aimeraient s'exprimer, mais qui se retrouvent en incompatibilité avec un système qui s'apparente à être injuste, à être néfaste même pour l'économie. Regardons un peu le spectacle de ce que vivent les cacaoculteurs. Comme par hasard, l'élection, c'est l'année prochaine, on fait miroiter aux cacaoculteurs des prix de 4 000 francs le kilo. C'est-à-dire que la classe politique est tellement dans une posture de malhonnêteté tellement basse que
ils ne prennent même pas conscience du mal qu'ils ont fait aux gens. Depuis la libéralisation de la vente du cacao, tous ceux qui ont vendu le cacao ont escroqué aux paysans toutes les ristournes qui étaient dues au cacao. Je dis bien que depuis qu'on a libéralisé le marché du cacao, la vidéo partagée, la vidéo interrompue, elle est attaquée. Bon, c'est des vérités que tout le monde ne veut pas entendre. Et je suis conscient. Parce que quand on parle de cacao, on parle de la cible que moi je veux atteindre. C'est-à-dire les gens des villages. Celle qui est la plus méprisée. Qui, malgré sa participation à l'effort du pays, n'a jamais eu de redistribution. C'est celle-là qui m'intéresse. Donc je disais que tous les acteurs de cacao qui se sont investis dans l'achat de cacao auprès des populations, depuis la libéralisation de ce marché, ont escroqué les cacaoculteurs. Parce que les ristournes, les cacaoculteurs n'ont jamais vu. Donc aujourd'hui, on fait croire qu'il y a une nouvelle organisation qui va faire mieux gagner l'argent aux cacaoculteurs. Mais ils n'ont rien inventé. Parce que l'organisation était à la limite, elle était existante. Le prix du cacao a ses composants. Sauf que tout le trafic qui était fait au sujet de la vente de cacao, de personnes qui se présentaient comme des collecteurs de cacao dans leur plantation, à la limite. On était tous leurs planteurs. Eux, ils recevaient des ristournes, mais ils ne donnaient jamais aux agriculteurs. Avant, l'État remettait aux agriculteurs sous forme de subventions en offrant des fongicides et des pesticides aux populations qui faisaient le cacao. Donc, depuis qu'on a libéralisé, non seulement ces gens n'offrent rien pour profiter de la récolte des cacaoculteurs, mais profitent des ressources qui sont issues du cacao sans la moindre vergogne, sans toutefois penser que ceux qui travaillent le cacao souffrent. Ce sont eux qui souffrent au Cameroun. Et ils font vivre des milliers de personnes, dont tous ces coxeurs, tous ces acheteurs, qui ne sont rien d'autre que des complices de sous-préfets d'arrondissement pour venir faire leur business. On sait comment ça se passe. Et on sait aussi qu'à un moment donné, les choses étaient bien faites. Parce qu'on a vu l'époque de nos grands-parents. Donc, la sensibilisation à l'Ouest est un moment particulier que je reconnais. J'ai beaucoup de respect pour les gens de l'Ouest. Je vous ai toujours dit que je travaille toujours avec les gens de l'Ouest. Mais on a besoin de régler certaines habitudes qu'on a, nous, parce qu'on est originaire d'une certaine zone. Nous sommes un peuple ouvert. Et on s'ouvre à tous les autres peuples. On aimerait juste que les autres peuples s'ouvrent à nous, comme nous on s'ouvre à ces peuples-là. Les Haoussa ont quelque chose de particulier quand ils viennent à notre rencontre. C'est que si un Haoussa vient vivre chez vous, le jour où il meurt, on ne ramène pas son corps au nord. Il se fait enterrer là. Pour nous, c'est très symbolique. Parce que nous n'obligeons personne à venir mourir à côté de nous. Mais c'est des symboles culturels. Donc, nous avons cette proximité naturelle avec, quand je dis les Haoussa, je dis les peuples du Nord. On a toujours tendance à les mettre dans une même branche. Non, je dis en général, les peuples du Nord ont cette qualité. Et nous avons cette attache particulière avec ces peuples parce que ce symbole est très fort pour nous. Parce que la terre, elle est à nous tous. Et nous sommes toujours prêts à accueillir ceux qui ne sont pas comme nous. Mais l'expérience du pouvoir doit nous permettre de tirer les leçons qui vont nous amener à mieux vivre dans les années à venir. Nous autres, nous sommes convaincus que si le pouvoir n'est pas avec nous, nous pouvons mieux vivre. Parce que le pouvoir
le fait que le pouvoir soit géré de cette manière, en ayant ces résultats, nous sommes contraints d'aller évoluer ailleurs. Parce que ceux qui sont en affaires ne présentent pas des signes de développement. Donc, nous nous donnons jusqu'à demain pour dire encore quelques mots aux gens de l'Ouest et après nous prendrons la direction du Nord. Parce que les gens du Nord, nous pourrons même commencer par l'extrême Nord. On verra. Mais on a des arrêts à faire au Nord. Parce que le Nord est très traditionnaliste. Mais il y a une jeunesse au Nord qui, elle est prête à braver certaines décisions qui leur sont préjudiciables. Nous allons revenir, nous fonctionnons de manière opportune. Nous pourrons revenir même au sud-ouest ou au nord-ouest. Nous ne pouvons pas aller à tous les endroits à la fois. Ce que nous faisons, nous le faisons en fonction des enjeux de sensibilisation que nous estimons être adéquates à notre démarche. Et nous sommes convaincus qu'au fur et à mesure que nous évoluons, les Camerounais de cette zone s'intéressent à ce que nous disons. Ne serait-ce que pour savoir si elles sont concernées par le message de changement. Or, le changement ne se fera que s'il est fait par tous les Camerounais. Il n'y a pas une région qui imposera le changement à tout le reste du Cameroun. Si chaque région apporte une petite part de changement qui permet de balancer le clivage, parce que c'est politique, hein, de gagner politiquement les... Bon, je sais que mon message peut heurter certaines personnes, mais le dialogue ne se fait pas en attaque cybernétique. On a tout un espace de dialogue. Ce n'est que, là nous ne sommes qu'au niveau de la sensibilisation. Donc nous avons encore du chemin à faire pour voir si les choses bougent. Hein? Beaucoup de gens me parlent de notre frère Emmanuel, Monsieur Lebou. Monsieur Lebou, lui, il a eu 2100 salaires qui se fait payer par mois. Il faut avouer qu'il y a certains Camerounais qui ont du génie. Le gars se faisait payer plus de 2000 salaires par mois pendant 10 ans. Bon, si celui-là se présente comme un patriote parce qu'il a financé le RDPC, vraiment le sens du patriotisme n'aurait plus de valeur. Lui seul, il valait un ministère apparemment. Donc, c'est ce genre de trophée qu'on retiendra d'un régime qui ne contrôle plus ou qui laisse aller des gens qui n'ont pas forcément bonne intention. L'argent public peut paraître peut paraître énorme s'il est stocké dans un endroit, mais de manière repartie, il ne représente pas grand-chose. Donc, ceux qui grignotent l'argent public de manière aussi éhontée, parce que toucher 2000 salaires de manière mensuelle pendant 10 ans, il faut quand même avoir une dose de haine pour ce pays-là. C'est-à-dire que ce sont les espions des pays qui veulent notre destruction qui peuvent faire ce genre de comportement. Quand on imagine la tension qu'a un gouvernement qui ne produit pas, qui attend tout des matières premières, ou des privés qui bricolent l'économie, et voit qu'un fonctionnaire qui est exactement là où il ne faut pas faire certaines choses, s'apprêter à ça, on est en liberté de se demander si on doit encore faire confiance à un régime pareil. La vérité, c'est que non. Toutes ces choses vont finir si on change de régime. Pas complètement finir, parce qu'on ne peut pas nettoyer les choses de manière
La corruption existe dans tous les pays, mais pas 2000 salaires, quoi, quand même. Soyons raisonnables. Quand je parle de M. Eken, je dis M. Eken, quand vous vous décaissez 40 milliards, ce n'est pas 40 millions. Hein? Quand on parle des décaissements qui sont préjudiciables au fonctionnement de l'économie, c'est des gens qui atteignent certaines sommes. Comme on dit chez nous, on ne parle que du milliard. Et c'est pas normal. Si on veut le développement, c'est pas normal. On relativise toutes ces choses parce que on se dit que le pays est jeune et qu'il faut une forme de colbertisme qui permette des fois à des malhonnêtes d'émerger dans un système où on veut que les gens soient honnêtes. Donc, c'est une politique comme une autre, mais elle a ses limites. Passer à la Troisième République voudra dire que nous avons fait quand même assez d'efforts pour que chacun puisse vivre à la hauteur de ses capacités professionnelles. C'est ça l'évolution. Hein, ce n'est pas dire que je vous envoie les pagnes et les chapeaux, qui veut dire qu'on pense aux populations. Non, ce n'est pas ça. On pense aux populations si, dans toutes les régions, on se soucie que les populations aient de l'eau potable, si on se soucie qu'elle ait de l'énergie, si on se soucie... C'est ça, penser aux populations. Même si on n'est pas en capacité de fournir tout le besoin, on doit expliquer aux populations, donner des horizons aux populations, pas de voir, d'entendre que des gabégies et ne pas voir de réalisation. Tout le monde est libre de se dire que non. Nous n'avons pas ce que nous attendons de vous. Nous, dans le sud, dans le centre, et même dans l'est, j'irai à l'est, je viendrai dans le centre. Mais la conviction totale, quand on voit ce qui se passe, c'est que les populations de ces régions... Ah là là. Bon, enfin. Je disais que les populations de ces régions sont prêtes et convaincues qu'elles peuvent avoir mieux si elles changent de pilote. Et le moment viendra où nous déciderons qui sera le pilote pour nous emmener là où il faut après 2025. Et nous aimerons que cette réflexion se fasse partout où nous apportons la sensibilisation. Donc nous allons clôturer notre séjour à l'Ouest en retenant certains principes qui vont nous conduire jusqu'en 2025 et en espérant, bien sûr, de voir cette dénonciation qui s'amorce. Parce que moi j'ai vu, je ne savais pas qu'il y avait des clans à Bafoussam. Bon, s'il y a des clans à Bafoussam, il faut nous dire qui est de quel clan et qui est de tel clan. Parce que nous, dans le dialogue, nous on vous dit tout, que c'est tel qui gère tel clan, tel qui gère tel clan. Vous-même là-bas, à l'échelle nationale, vous vous dites qu'il y a tel clan qui est là-bas et tel clan qui est là-bas. Bon, à Bafoussam, c'est quel clan contre quel clan? À Tchang, c'est quel clan contre quel clan? Il faut qu'on se... C'est des détails qui sont importants pour qu'on apporte chacun l'expérience qui peut permettre au changement. Même là-bas, quelqu'un peut avoir la solution d'un problème à régler là-bas, étant même au nord. Personne ne sait. Une fois qu'on est ensemble, chacun apportera la petite pierre à l'édifice pour que le changement se fasse. Donc, ce n'est pas une question de personne, ni une question de tribu, ni une question de sociologie ou quoi que ce soit. C'est une question de fait établi, et qui mérite une réponse appropriée si on veut que les choses changent. Donc, je vous remercie de m'avoir donné ce temps. On est assez nombreux pour relayer le message. Moi, je ne suis pas forcément là pour dire que je vais gérer des millions et des millions de personnes. Mes activités ne me permettent pas. C'est pour ça que vous voyez le calendrier est un peu en dents de scie. Mais nous allons continuer à faire ce qu'on peut
en observant, bien sûr, le fait politique au Cameroun. Donc, les directs ne seront pas forcément quotidiens. Ils pourront être espacés dans le temps parce que nous avons besoin de discuter même avec les responsables politiques. Hier, j'ai eu 3 responsables politiques pour leur demander l'état de la situation là-bas, le pouls du pays. Parce qu'il faut toujours rester en contact avec des responsables politiques de terrain. Je ne parle pas de gens qui sont dans les bureaux, de terrain, pour mesurer le pouls social. Et nous évoluons en fonction du pouls social et des opportunités de dénonciation que nous aurons. Je vous remercie. Je vais continuer ma journée de travail. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine fois. Merci, bonne journée.